j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur mes dernières lectures comme je le fais tous les mois. Et je me suis rendu compte en terminant le mois d'avril que j'ai lu beaucoup plus que d'habitude puisque j'ai lu 9 livres. C'est vraiment digne de mes plus grands mois puisque fut un temps où je n'avais pas encore 2 enfants, je lisais tous les mois 10 livres, 10 à 11 livres. Et franchement, 9, je suis assez contente de moi là, ça commence à s'en rapprocher et c'est très chouette. Donc j'en ai lu 9, mais j'en ai aussi abandonné un autre. Ça aurait pu potentiellement faire un 10e, je ne sais pas. Mais vraiment, je n'ai pas réussi à m'y mettre dedans et je crois que c'est l'un des rares livres de ma vie de lectrice que j'ai abandonné. Il s'agit du 3e tome de la trilogie Partials, trilogie que j'ai depuis revendue. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me force et j'ai tellement de livres encore à lire dans mes bibliothèques que c'est dommage de consacrer du temps comme ça à des livres qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus en tout cas. Donc comme d'habitude je commence par les livres du mois qui m'ont un petit peu moins plu que les autres pour remonter à ceux que j'ai le plus aimés. Et encore ce mois-ci il y a un coup de cœur au rendez-vous, donc je suis très contente, un coup de cœur assez inattendu d'ailleurs, donc c'est très chouette. Donc sur ces 9 livres, je vais vous en montrer un comme ça en passant. Je ne vais pas vous donner mon avis dessus parce que mon avis, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler en long, en large et en travers dans mon vlog du mois d'avril. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo, mais là je vous montre le Agnès Martin-Lugan qui m'a été envoyé en service presse par la maison d'édition Michel Lafon, et son petit dernier, donc c'est La Déraison. Je vous le montre là en premier, mais en fait, ce livre, je vous le montre en vous disant que je suis incapable de le noter, je suis incapable de vous dire qu'il est extraordinaire ou très mauvais, et voilà, c'est... Tout ça, je le développe dans mon vlog, donc vraiment, encore une fois, si vous êtes curieux d'avoir mon ressenti, eh bien, allez voir cette vidéo. En avril, il y a un livre auquel j'ai mis une mauvaise note. J'ai mis moins de la moyenne, je lui ai mis 2 sur 5. C'est le 3e et dernier tome de la trilogie La Faucheuse de Neil Shusterman, sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je suis très déçue de mettre une note comme ça pour un livre de cette série, alors que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Le premier tome m'avait valu un coup de cœur. Quant au tome 2, ça n'en avait pas été un, mais ça avait été une excellente lecture. Et là, que s'est-il passé? J'ai trouvé ce 3e et dernier tome très différent des 2 autres. Difficile de vous en parler trop en détail, il s'agit quand même d'une fin de série. Mais si vous ne connaissez pas l'univers ô combien original de La Faucheuse, sachez que dans cette histoire, la mort n'existe plus vraiment telle qu'on la connaît. On ne peut plus mourir à cause d'une maladie, on ne peut plus mourir à cause d'un accident. Ou en tout cas, si on meurt, c'est de manière temporaire puisqu'il existe des centres de résurrection qui permettent eh bien, de vous prendre en charge, de vous guérir, de vous soigner, de vous ressusciter, et c'est reparti pour un tour. On peut quand même mourir, mais il faut que sa vie soit glanée par des faucheurs et des faucheuses qui sont des individus qui ont le droit de prendre l'âme des gens. Alors ils répondent chacun à des critères spécifiques. Il y en a qui vont glaner plutôt dans une certaine partie du globe et d'autres qui vont plutôt glaner en fonction d'une moyenne d'âge ou en fonction d'une ethnie. Bref, ils ont chacun leurs petits critères. Et voilà, c'est dans cet univers qu'on évolue dans cette histoire. Alors, ce que j'ai aimé quand même, parce qu'il y a quelques points positifs, c'est la pluralité des thèmes abordés. On assiste ici dans ce dernier tome à une vaste réflexion écologique, sociétale, politique, religieuse. Vraiment, on en a pour tous les goûts. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir et ça, je dois avouer que ça n'a pas été pour me déplaire. Maintenant, passons du côté des points négatifs. Il y en a pas mal. Je n'ai pas apprécié qu'il y ait autant de personnages. Vraiment, on s'y perd et on s'y perd d'autant plus que ma lecture du tome 2 commençait à un petit peu trop remonter, je pense. J'ai eu du mal à raccrocher les wagons, à me remettre dans l'histoire, à resituer certains personnages juste par leur prénom, parce que l'auteur ne fait quasiment pas de rappel. J'ai pas du tout aimé le côté décousu de ce livre, hein. C'est-à-dire qu'on saute sans arrêt d'une chose à une autre, on alterne sans arrêt entre passé et présent. J'ai vraiment peiné à arriver à la fin de ce livre, ce qui lui vaut la note de 2 sur 5.
On grimpe d'un petit cran ensuite dans la notation en passant à 2,5 sur 5. Et c'est la note que j'ai mis à ce livre qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Mal d'Aurore. C'est écrit par Philippe Lechermeyer et je dois ce livre à la maison d'édition que je remercie chaudement pour son envoi. Alors, c'est une histoire qui se passe tantôt en Autriche, tantôt en Russie, et on va suivre deux jeunes gens, deux adolescents, notamment la jeune fille qui s'appelle Anya, qui va perdre ses parents, elle va les perdre de vue, ils étaient en voyage, et puis finalement, elle va pas réussir à monter à temps dans son train. Elle, c'est une jeune violoniste très douée, donc elle joue pour le plaisir, mais on sent que c'est plus qu'un plaisir, en fait, c'est une véritable passion. Et elle possède un instrument qui lui est très cher et qui vaut aussi son pesant de cacahuètes. Et je ne parle pas simplement d'argent, c'est un instrument qui est recherché pour autre chose que sa valeur financière. Et Anya va se retrouver traquée pendant très longtemps. Il va y avoir une véritable course-poursuite qui va s'engager et on veut lui dérober son violon. Je vous en dirai pas plus, c'est un livre que j'ai trouvé bourré de bonnes idées. J'ai beaucoup aimé le côté aussi aventure, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu l'année dernière et qui est le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Mauro Sinotto qui est juste derrière moi. Celui-ci, alors les histoires sont très différentes, mais on a quand même comme ça cette dimension d'aventure, cette histoire en fait qui regroupe eh bien, des jeunes enfants, puisque là ils vont pas se retrouver que deux, ils vont se retrouver quatre au final, à vivre quelque chose tous ensemble, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Davide Mauro Sinotto, que j'ai largement préféré, hein, parce que celui-ci je lui ai mis vraiment une note absolument excellente et j'ai d'ailleurs hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Ce dont je ne me doutais pas forcément hein, en débutant ce livre, c'est qu'il y a une dimension fantastique qui va intervenir et qui ne gâche absolument rien, qui est très agréable. Voilà pour les points positifs. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis seulement la moyenne à ce livre? Eh bien parce que j'ai pas trouvé l'écriture excellente, l'écriture ou la traduction, vous savez, on ne sait jamais vraiment trop. Les personnages ne m'ont pas convaincue, j'ai trouvé un côté brouillon dans la construction de leur personnalité. Il y a des scènes aussi qui m'ont laissé dubitative, comme si l'auteur s'était pas suffisamment relu avant de publier son livre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un orphelinat, les enfants sont enfermés à l'intérieur, et puis le chapitre d'après, ils en sont sortis, on ne sait pas comment. Voilà, donc je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose entre deux scènes différentes. Ça m'a un petit peu perturbée, donc des petits problèmes comme ça de construction, des petits problèmes de rythme également, des personnages qui m'ont pas trop convaincu. Et puis des idées qui sont pas assez exploitées, on va pas assez au bout des choses, alors peut-être que c'est parce que c'est un premier tome, mais là, tel que vous me voyez, j'ai pas forcément envie de laisser sa chance au tome 2 qui sortira cet automne, je me sens pas suffisamment curieuse à l'idée de lire et de recevoir la suite, voilà. Je vais vous parler maintenant d'un livre que je connaissais déjà et que j'ai fait le choix de relire puisque cette année ainsi que l'année dernière, eh bien, je me suis mise à relire tous mes Colleen Hoover et là c'était au tour de À première vue, un livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5, je pense avoir eu globalement le même ressenti que lors de ma toute première lecture, à savoir que c'est une bonne histoire, c'est une héroïne qui change puisque dernièrement avec Colleen Hoover on a plutôt l'habitude de suivre des jeunes femmes, enfin déjà adultes, et là en l'occurrence on suit une adolescente. Et c'est aussi un livre qui évoque bien comme d'habitude des thématiques plutôt lourdes, plutôt graves. Là on va parler du problème de la perception, d'où le titre À première vue. Alors je sais qu'il... C'est pas la traduction littérale, si vous voulez, du titre en VO, mais je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de la maison d'édition Hugo Roman d'avoir nommé ce livre À première vue, puisque à première vue on peut penser des choses, mais qu'en réalité il y a toujours autre chose que ce qu'on voit au premier abord. Voilà. Et c'est là tout l'intérêt de l'histoire, c'est donc les problèmes liés à l'adolescence, les problèmes de perception avec une héroïne qui est confrontée à une dépression dont elle ne se rend même pas compte. Moi j'ai beaucoup apprécié toute cette thématique qui est abordée par l'auteur. Maintenant je peux pas vous dire que ce soit mon Colleen Hoover préféré parce que
Je trouve qu'il change vraiment des autres parce que les personnages sont un peu trop originaux à mon goût. Qu'il y en ait qui sortent des sentiers battus et qui soient au nombre de un ou 2 par roman, ok, passe encore. Mais alors là, notre héroïne qui s'appelle du coup Mérite, elle est dans une famille alors qu'elle qualifie elle-même de dysfonctionnelle. Mais en tout cas, bon, je suis pas, voilà, je suis personne pour vous dire si sa famille est fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, elle est un petit peu hors norme et chaque membre a sa particularité, sa petite subtilité. Et le fait est, ils sont tous un petit peu étranges et c'était un petit peu trop pour que le récit soit crédible. Vous voyez, il y a un décalage entre le message que veut faire passer l'auteur, qui est ultra sérieux, très d'actualité, et puis cette famille absolument atypique qu'on a, où ils sont tous mais complètement décalés, complètement perchés, complètement dans leur bulle pour certains d'entre eux. Et on se dit, mais c'est dommage parce que voilà, ça sonne pas vrai en fait. Voilà, donc ça c'est mon petit reproche concernant ce livre. J'ai lu un livre en anglais, je suis très contente parce que j'essaie d'en lire un par trimestre. Bon, enfin, j'ai pas énormément de mérite non plus, dans le sens où j'ai choisi l'un des plus courts que j'avais dans ma pile à lire, voilà. Ce qui fait que je suis arrivée facilement finalement au nombre de 9 romans lus à la fin du mois. Bref, le roman que j'ai choisi, c'était un roman de 175 pages. J'ai choisi Toto the Ninja Cat. Je n'avais que le premier tome de, comment s'appelle-t-il, Dermo O'Leary dans ma pile à lire. Ce ne sera pas le dernier. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre et j'ai très envie de m'acheter les autres tomes de la série. Alors si ça vous intéresse, sachez que ces livres, en tout cas les 2 premiers tomes, ont été traduits par les éditions PKJ il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et moi, ça me fait beaucoup penser au journal de Gertie. Alors, c'est pas écrit sous forme de journal intime cette fois, mais dans le sens où on a des animaux de compagnie à qui il arrive des petites choses, et puis on a pas mal d'humour pour faire passer tout ça. On va suivre 2 chats, donc on a notre héroïne qui s'appelle Toto et qui est presque aveugle et elle est indissociable de son frère. Ils sont comme cul et chemise tous les deux, ils vivent ensemble au sein d'une famille en Angleterre je crois, alors qu'ils sont d'origine italienne, mais leurs maîtres sont allés les chercher en Italie et les ont ramenés ensuite chez eux. Et ils n'ont jamais bougé de leur quartier jusqu'à rencontrer un rat qui est déguisé en chat, qui se fait passer pour un chat et qui va les entraîner un petit peu en vadrouille. Il va leur montrer les égouts, il va leur montrer les monuments historiques et puis surtout ils vont enquêter ensemble sur la disparition d'un serpent au sein du zoo de Londres, serpent qui risque de décimer la communauté animale de Londres. Donc c'était très chouette cette petite enquête. J'ai aimé les rebondissements, j'ai aimé les personnages mignons comme tout, j'ai aimé les illustrations parce que c'est un livre, comme c'est un livre pour les enfants, c'est largement bourré d'images un peu partout, c'est trop bien. Et j'ai adoré le twist final. Je ne m'y attendais absolument pas au coup du serpent là sur la fin et c'était vraiment beaucoup trop chouette. J'ai pris grand plaisir à lire ce livre en anglais. Alors je suis pas sûre que j'aurais pris exactement tout à fait le même plaisir à le lire en français, mais alors en anglais. Et puis alors franchement, si vous voulez être tranquillisé sur votre niveau d'anglais, foncez, lisez des romans pour enfants, ça glisse tout seul, c'est super fluide et très agréable. Je vous mentionne en passant que j'ai lu le tome 4 de Kéléana. J'ai une petite hésitation en disant tome 4 parce qu'en fait le tome 4 a été divisé en 2 parties par les éditions La Martinière Jeunesse. Je n'ai lu que la partie 1. Il me restera la partie 2 à lire ultérieurement, mais ce livre, vous me l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. Je l'ai lu, je vous en ai donné mon avis dans mon dernier vlog, donc je vous renvoie à cette vidéo. Sachez en tout cas que j'ai mis également à ce livre la note de 4 sur 5. Autre relecture qui m'a bien occupée tout au long du mois d'avril et qui s'est soldée par le revisionnage du film, j'ai eu l'occasion de relire le premier tome du Seigneur des Anneaux. Donc c'est La Communauté de l'Anneau, écrit bien sûr par l'inimitable Tolkien. Je vous avais dit en vous tournant une vidéo en début d'année sur ces livres que je voulais relire, que j'avais envie de me refaire la trilogie au complet en 2022. J'ai dû lire ce livre pour la première fois il y a plus de 15 ans, peut-être 17 ans, quelque chose comme ça.
Donc ça m'a fait tout drôle de me remettre dans le livre, surtout que j'avais davantage les films en tête et qu'il y a certaines scènes, pas beaucoup, mais certaines quand même, qui sont complètement occultées du film. Donc c'était très chouette d'avoir la version originale si vous voulez. Là, il s'agit d'une nouvelle traduction. Donc on va commencer tout de suite par les points négatifs. Je suis pas sûre d'adhérer complètement à cette nouvelle traduction. Alors j'ai plus en tête forcément la traduction que j'ai pu lire à l'époque. Mais dans celle-ci, Frodon est devenu Frodo. Alors c'est peut-être ainsi qu'on le nomme en anglais. Peut-être que du coup le traducteur a voulu garder l'essence de la version originale, je ne sais pas. Et le comté est devenu la comté. Alors ça m'a beaucoup perturbée, c'est peut-être pas grand-chose, mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé que la ponctuation était extrêmement étrange, les phrases sont à rallonge, il faut vraiment reprendre son souffle. Si on fait de la lecture à haute voix, on est mal barré en lisant du Tolkien, ou en tout cas en lisant ce livre. Et oui, la ponctuation est très bizarre et je trouve aussi que c'est pas un livre qui est accessible pour tous les lecteurs, c'est-à-dire qu'il faut être quand même un petit peu aguerri pour se lancer dans Le Seigneur des Anneaux parce que on a des phrases un petit peu grandiloquentes, un petit peu pompeuses. Euh, voilà, c'est pas que du dialogue courant, c'est voilà, parfois un petit peu plus recherché et donc ça nécessite d'avoir une bonne capacité de concentration, ce qui n'est pas évident quand on est jeune maman comme moi et qu'on est obligé de s'interrompre dans ses lectures à peu près à chaque phrase parce que il m'a tapé, il m'a poussé, maman je veux ci, maman je veux ça, et les bras et les machins, les trucs, qui est mon quotidien finalement de toutes mes sessions de lecture. Donc là finalement je me suis lu ce livre pendant un mois, raison de 25 pages par jour, pendant que mon mari donnait à manger le soir aux enfants et que j'avais mon petit quart d'heure de tranquillité. Et je vais opérer de la même façon pour les tomes 2 et les tomes 3. Après, j'ai mis la note de 5 sur 5 à ce livre. C'est quand même Le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, l'histoire est exceptionnelle. Les personnages hyper géniaux. La quête très originale. Enfin, vraiment, c'est la fantaisie, le chef-d'œuvre de fantaisie par excellence. Il n'y a rien à redire là-dessus. J'en arrive bientôt à la fin de cette vidéo puisqu'il me reste 2 livres dont il faut que je vous livre mon avis et c'est maintenant au tour du tome 5 de l'Assassin Royal écrit par Robin Hobb, une série que je poursuis fidèlement et assez régulièrement. J'essaie d'en lire un tome par trimestre et je dois dire que ce tome-ci m'a bien plus convaincue que le tome précédent qui m'avait fait assez peur, je dois dire. C'est pas que je l'avais pas aimé, mais je trouvais qu'il y avait quand même un goût de trop peu là-dedans. Et quand j'en avais fait part dans l'une de mes dernières vidéos, vous aviez été quand même quelques-unes à mettre mon avis sur le compte du découpage du livre qui est assez, selon vous, original. Dans le sens où on a des tomes qui sont un petit peu bancals au niveau du rythme. Je vais dire banco, mais ça fait... non, bancal. Bancal au niveau du rythme. Le tome précédent, qui était donc le premier tome d'une nouvelle trilogie, était comme ça, très lent, très introductif, très introspectif également. Bref, il ne se passait pas grand-chose de très passionnant. Là, j'ai retrouvé vraiment mon engouement des débuts. Pas de coup de cœur, quoique j'ai un peu hésité, mais je me suis dit non, mais si j'hésite, c'est que c'en est pas un. Il faut que ce soit une évidence. Il faut que le coup de cœur s'impose à lui-même. Si on a besoin d'y réfléchir, c'est que c'est une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Voilà. Donc je lui mets quand même la note maximale parce que franchement, objectivement parlant, pas grand chose à redire, si ce n'est que non, c'est fini, moi je veux la suite, voilà, c'est tout. Donc c'est pas un point négatif. Mais parmi les points positifs, moins d'introspection, il y en a encore, mais ça fait partie du package avec Robin Hobb, c'est qu'on a un personnage voilà, très centré sur lui, qui a besoin de réfléchir à beaucoup de choses parce qu'il a énormément de problèmes dans sa vie. Il y a toujours une narration que j'aime autant, l'écriture est très belle, de qualité. Et surtout, on retrouve des personnages disparus depuis quelque temps et ça fait tellement plaisir de les retrouver, d'avoir un petit peu la suite de leur destin entre les mains. Et puis, il se passe beaucoup plus de choses, on a davantage d'action, on a des révélations assez fracassantes et non, franchement, c'était très bien. C'est un livre que j'ai lu assez vite, que j'aurais pu lire encore plus vite, mais j'étais bridée par le fait que ce soit une lecture commune avec Marie. Mais franchement, l'une comme l'autre, on s'est régalé. Il me semble que ça a été un coup de cœur pour elle. Il faudrait que je vérifie. Mais j'attends vraiment le prochain tome qui marquera la fin de cette nouvelle trilogie. Et je commence à être vraiment très 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 pressée que Fitz retrouve son roi
pour savoir ce qui va se passer après. Voilà, j'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus. Et puis finalement, j'ai lu un livre qui m'a énormément touchée. J'ai lu le dernier Laure Manel, celui qui m'a été envoyé en service presse par la maison d'édition Michel Lafon, c'est Les Dominos de la vie. J'ai eu un beau coup de cœur pour ce livre, mais je vais être honnête avec vous. Je suis pas sûre que ce livre aurait été un coup de cœur si je n'y avais pas trouvé une certaine résonance avec mon vécu. C'est pas parce que vous allez lire ce livre que vous allez ressentir les mêmes choses que moi. On a toutes et tous des perceptions différentes des choses, et heureusement. Notre vécu n'est pas tous identique, mais vraiment ce livre a résonné en moi et m'a vraiment fait vibrer. Je me suis retrouvée à noter des phrases entières et à noter les pages sur mon téléphone, à prendre en photo des extraits, et ça c'est quelque chose que je fais mais très rarement dans mes lectures, mais c'est que vraiment régulièrement il y avait des passages qui faisaient écho à ce que j'avais ressenti à une époque de ma vie, à ce que j'ai vécu, et ça m'a fait comme un effet miroir, c'était très étrange, vous voyez. Et je ne savais pas du tout de quoi allait parler ce livre avant de le débuter. C'était que mon deuxième Laure Manel, moi j'ai pas lu tous ses premiers, j'ai simplement reçu en service presse celui-ci et celui de l'année dernière qui est donc Le Craquant de la Nougatine, qui n'avait pas été un coup de cœur mais une très bonne lecture. Et alors là, jackpot, franchement ça me fait apprécier encore plus l'auteur. Et dans ce livre, il y a une portée autobiographique. Alors, je ne sais pas à quel point il y a des choses qui ont été romancées, inventées ou quoi que ce soit, mais il y a une part de vérité, il y a une part de la vie de l'auteur qu'on retrouve dans ce roman, et c'est d'autant plus touchant, je trouve. On a notre personnage principal qui s'appelle Amélie, qui est architecte d'intérieur, qui s'est battue avec une tumeur. Donc, c'est une histoire qui va parler de maladie. Mais pas seulement, c'est une histoire qui va parler de violence obstétricale. Alors je vous rassure, moi c'est pas du tout dans cette thématique que je me suis retrouvée, hein, voilà, Dieu m'en garde, mais je n'ai jamais été victime de choses comme ça. Et on parle aussi de remise en question, de reconstruction. Et moi c'est plutôt dans cette partie-là que je me suis vue en Amélie, puisque finalement la guérison de sa maladie va la conduire à se poser plein de questions sur sa vie. Est-ce que je suis heureuse en ménage? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire tel et tel choix dans ma vie plutôt que de rester dans la sécurité, dans le côté rassurant des choses, dans ce que je connais déjà, dans ma petite routine? Est-ce que j'ai pas envie de me challenger? Est-ce que je mérite pas mieux? Est-ce que je devrais pas faire des choses différentes pour essayer d'évoluer, pour essayer d'aspirer à mieux? Bref, tout plein de questions que moi aussi j'ai été amenée à me poser dans ma vie. Moi et plein d'autres personnes, hein. Je pense que ce livre m'a parlé, mais il peut parler à quand même pas mal de monde qui s'est retrouvé confronté à un tel choix. Voilà, est-ce qu'on va avoir le culot d'envoyer valser tout ce qu'on a pour plonger dans l'inconnu le plus total? Et moi, c'est le pari que j'ai fait, et pari réussi. Il n'y a pas que ça qui m'a fait aimer ce livre. Il y a la construction narrative que j'ai beaucoup aimée, puisque on a la vie d'Amélie au temps présent, et on a aussi toute une succession de flashbacks qui vont nous ramener au tout début de sa maladie. Comment est-ce qu'elle est arrivée, comment est-ce qu'Amélie l'a vécu, de quelle façon est-ce qu'elle a été soignée. Donc on progresse comme ça dans le passé à travers tous ces flashbacks, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Le thème de la violence obstétricale, j'y avais encore jamais été confrontée, je crois, ou alors je ne m'en souviens pas à travers mes lectures, donc là aussi ça m'a fortement intéressée. Et puis toujours cette écriture si caractéristique, je trouve, de Laure Manel. J'adore en fait ces auteurs qui ont une plume, que lorsqu'on lit quelques phrases, on se dit ah mais c'est sûr que c'est tel auteur qui l'a écrit, voilà. Il y a des écritures, écoutez, qui sont plates, qui ressemblent à toutes les autres. C'est pas pour autant que les histoires sont mauvaises, mais ce sont des écritures lambda. Et puis il y en a d'autres qui franchement marquent. Je sais pas comment vous expliquer autrement, mais je trouve que voilà, cette écriture elle est assez caractéristique. En dépit des thèmes abordés, je trouve que c'est pas un roman triste, c'est pas un roman qui file le bourdon, au contraire c'est un roman qui est plein de lumière et plein de promesses, plein d'optimisme aussi, et c'était très chouette. Voilà, merci Laure Manel pour ce très beau récit, et c'est certainement pas le dernier que j'aurai l'occasion de lire de cet auteur.
Du coup, ça y est, cette vidéo est terminée. Je suis déjà pressée de savoir ce que mes lectures du mois de mai vont me réserver. J'espère encore plein de coups de cœur. Voilà, là je suis sur une très bonne lancée. Je crois que depuis le mois de janvier, j'ai dû avoir un coup de cœur par mois. Donc c'est merveilleux. Pourvu que ça continue comme ça. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!